Faire faillite de plus de 275 000 $, c'est l'histoire de Kayla Lui que je reçois aujourd'hui dans la Tribune pour le Peuple. Bienvenue dans la Tribune pour le Peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Ici, votre serviteur Jean-Luc Umba Bakani. Bonjour Kayla. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va, je suis très heureux de te recevoir dans la Tribune. Merci de m'avoir invité, je suis très contente d'être là. On a raté la dernière fois et aujourd'hui, c'est bon. On se reprend. Je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, donc comme tu l'as mentionné, Kayla Louis, c'est mon nom. Je suis ici pour parler de ma faillite. Grosse faillite que j'ai faite en 2013, à l'âge de 23 ans. Suite à un démarrage d'entreprise catastrophique. L'échec entrepreneurial, la faillite, c'est quelque chose que j'aborde souvent sur mes réseaux sociaux. J'essaie d'en parler avec légèreté pour enlever les tabous qui entourent ce genre d'événement-là. Ouvrir la discussion, démanteler les mythes, si on veut. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme entrepreneur ou auteur avec les livres que tu as écrits récemment? Je me considère comme une autrice, définitivement. J'ai écrit un livre qui parle de comment bien se rendre à une faillite. Donc, définitivement auteur, mais je me décris plus comme une entrepreneur parce que je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que j'ai en moi, nécessairement. Je l'ai appris à la dure, mais ça me crée de l'anxiété, ça me stresse trop. Je trouve que c'est de lourdes responsabilités. En ce moment, je suis employée. Là, j'ai un travail à temps plein. Puis ça me satisfait beaucoup plus que l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec la vague des influenceurs, influenceuses sur les réseaux qui disent que tout le monde peut être entrepreneur, tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont juste faits pour le salariat. Oui. Tu penses? Oui. Puis c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai commencé à parler de ça, c'est que sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer que les beaux aspects de l'entrepreneuriat. Exactement. Regardez comment je suis devenue riche, je suis libre, j'ai plus de patron, je fais ce que je veux quand je veux. C'est juste un côté de la médaille, là, ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il faut que tu portes tous les chapeaux. C'est ça qui est pas évident. Au début, du moins, tu n'as pas le choix d'être tout seul, autant le département marketing que comptabilité, que ressources humaines, que service à la clientèle. Puis on est rarement bon dans tout ça. Et souvent, tu finis par travailler beaucoup plus qu'un emploi régulier à 40 heures semaine. Et ça te... ça reste constamment dans ta tête. À partir du moment où tu te réveilles le matin jusqu'à ce que tu couches, les fins de semaine, même quand tu pars en vacances, il y a toujours ce stress-là de l'entreprise. Moi, du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que ça consumait l'ensemble de ma vie. Alors que là, mon travail, une fois qu'il est 5 heures, je ferme mon ordi, je passe à autre chose. Ta faillite, elle était une faillite personnelle ou c'était ton entreprise? Donc, c'est une faillite personnelle. Si je décris un peu le type d'entreprise que j'avais. Ça nous intéresse. Oui. Je peux partir du début. En fait, c'est que j'ai ouvert une clinique podiatrique. OK. Donc, on en a discuté un petit peu là, avant le début du podcast, mais j'ai gradué de la médecine podiatrique.
Donc, explique un peu la médecine pédiatrique à nos auditeurs aussi. C'est le domaine de la santé qui vient traiter tous les problèmes de pied. Donc, autant les problèmes de peau, d'ongles, que les problèmes osseux, les déformations, les problèmes de démarche, les douleurs. Donc, c'est une clientèle là, qui va vraiment aller du jeune bébé jusqu'à la personne adulte. Puis, le podiatre fait des examens, pose un diagnostic, il peut faire toutes sortes de traitements, autant traitements, disons, biomécaniques avec des orthèses, avec des attelles, ce genre de choses-là, que des traitements plutôt par prescription de médicaments, injections, possibilité aussi d'aller pousser plus loin là, par des radiographies, des scans, ce genre de choses-là. Puis il y a certains podiatres aussi qui font même de la chirurgie osseuse pour les ongles, les oignons, orteils marteaux. Et bref, toutes ces belles choses-là. Donc, je venais tout juste de graduer en juin 2012 de ce domaine-là. Puis, même si c'était pensé bien avant ça, là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre clinique pédiatrique sur la rive nord de Montréal, en banlieue montréalaise. Et puis, j'ai rencontré toutes sortes d'embûches. Puis, je dirais d'abord, c'est parce que je pensais... J'avais pas une belle, disons, vision. Je connaissais pas réellement c'était quoi avoir une clinique, avoir une business. Donc, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais 22 ans. J'étais jeune. Puis je pensais que ça allait être facile. Tu avais l'effervescence de commencer. Tu n'avais pas demandé conseil aux gens qui entreprenaient à ce moment-là? Pas tant, non. J'étais dans un... J'étais aveugle, j'étais dans un ego. Je me disais que je savais qu'est-ce que je faisais, puis que c'était sûr que ça allait fonctionner. Je pensais jamais que ça allait aboutir à une faillite, là. Et puis, donc, tout ça pour dire que lorsque j'ai entrepris les démarches pour ouvrir la clinique, bien, il a fallu que je fasse des emprunts bancaires, évidemment, parce que les équipements médicaux, c'est cher. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Il y avait aussi le fait que j'avais trouvé un local neuf, beaucoup trop grand pour mes besoins, ça c'est un autre problème, là, mais qu'il fallait que je rénove complètement. Donc, il y avait les coûts de rénovation, d'aménagement, les fournitures, tout ça. Puis, tous les emprunts étaient à mon nom personnel parce que à cette époque-là, les podiatres n'avaient pas le droit de s'incorporer. Donc, on ne pouvait pas être une entreprise à part entière. Je comprends. Oui. Là, ça l'a changé, mais donc c'est pour ça que ça a été une faillite personnelle au final. Mais reste qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, même s'ils sont incorporés puis qui sont une entité à part entière, ils font faillite, mais ça arrive souvent que les administrateurs de la compagnie font faillite à leur tour parce qu'ils ont mis leurs biens en garantie. Ou, par exemple, en tant qu'administrateur, ben, tu restes toujours responsable de certains montants que tu dois au gouvernement. Donc, ouais. Moi, quand j'ai lu une de tes vidéos où tu as dit que tu avais un parcours exceptionnel à l'école, tu réussissais. Est-ce que c'était ça? C'était cette assurance-là qui te disait que, voilà, je vais réussir en entrepreneuriat? Je pense que oui. OK. Parce que j'avais jamais échoué grand-chose dans ma vie. C'était ton premier échec? C'était mon premier gros échec, oui. La seule chose que je pense, c'est j'avais échoué mon permis de conduire 2 fois. OK. Ça, c'est tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pas grand-chose, mais ouais, à l'école, je réussissais très bien. Ensuite, ben, j'avais mon père aussi qui était chiropraticien. OK. Je ne sais pas si c'est une profession que tu connais. Non, tu peux nous l'expliquer aussi. C'est, comment dire, c'est le traitement des douleurs musculo-squelettiques par des manipulations, surtout de la colonne vertébrale.
D'accord. Donc, le typique bruit que tu vas entendre quand tu vas chez le chiro, c'est quand il fait craquer le dos, là. OK. Donc, lui, il avait une clinique, puis mon père a eu beaucoup de succès, puis ça a bien fonctionné, il gagnait super bien sa vie. Donc, j'avais ce modèle-là, sauf qu'il m'a, à cette époque-là, aujourd'hui, j'en sais plus sur les problèmes qu'il y a eu, mais il ne me parlait pas des difficultés que lui-même avait vécues avec sa clinique et dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, ce que je voyais, c'est, hey, tu ouvres une clinique et puis tu fais de l'argent, et voilà. Comment toi, tu as vécu cette situation-là psychologiquement? Comment tu l'as vécu? Ça a été très, très difficile. Ça n'a pas été long, tu sais. À partir du moment où j'ai ouvert ma clinique jusqu'au moment où j'ai fait faillite, c'est un peu moins d'1 année. Ah, OK. Donc, une déchéance rapide. J'étais dans le déni au début. Parce qu'on se dit, bon, je viens d'ouvrir, c'est normal, j'ai pas une grosse clientèle, ça va venir, il faut simplement que je continue la publicité, que je pousse un peu. Puis on se trouve toutes sortes de raisons. Ah oui, mais c'est le temps des fêtes, donc c'est pour ça que la clientèle, j'en ai pas beaucoup. Ah, c'est les vacances qui approchent. Puis, donc, j'ai été dans le déni pendant presque toute l'année. Et puis, est venu un moment où est-ce que j'avais simplement plus de liquidité. J'avais grugé dans ma marge de crédit, mes cartes de crédit, tout était plein. Puis, au début, il y a eu une forme de soulagement. Quand c'est mon père qui m'a amené voir un syndic en insolvabilité. OK. Soulagement de OK, il y a quelqu'un qui va me prendre en charge puis qui va me sortir de cette situation-là. Il reste que c'est beaucoup de stress, un stress financier constant, une lourdeur. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est que je venais tout juste de graduer, donc j'avais peu d'expérience comme podiatre. Donc, je manquais de confiance en moi dans mon domaine. Oui. Et j'avais aucune expérience en entrepreneuriat, donc je manquais aussi de... Mais tu avais ton assurance quand même. Oui, mais je savais pas qu'est-ce que je faisais, puis je me sentais incompétente dans tous les aspects de ma vie professionnelle. Donc ça aussi, ça vient gruger tranquillement dans ta confiance en toi. Donc, comme je disais au début, un soulagement, mais après, ça m'a, ça a été psychologiquement très, très difficile parce que je me suis sentie comme un échec. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu allais demander conseil? Je le referais pas aujourd'hui. OK. Mais après cette situation, toi, aujourd'hui, comment tu perçois l'échec? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ben oui, il faut échouer 2-3 fois, après, la réussite viendra. Toi, comment tu perçois l'échec? Je le perçois davantage comme ça maintenant. Puis ces personnes-là, ils ont raison, à mon avis. Il n'y a aucun entrepreneur qui réussit aujourd'hui qui n'a pas eu d'échec dans le passé. Pas nécessairement une faillite, mais la plupart des entreprises ont passé proche de la faillite. C'est impossible. Il faut... Les échecs, en fait, c'est que tu apprends, c'est des moments d'apprentissage, c'est très formateur. Faut pas le prendre personnel. C'est surtout, je pense, qui est là, c'est que moi, je l'ai pris très personnel. Okay. Puis je me suis sentie diminuée dans ma valeur intrinsèque, ma valeur humaine. Donc, faut pas avoir honte de ça. En fait, tout ce que ça démontre, c'est que tu as osé, tu as foncé, tu as essayé. Puis bon, ça n'a pas fonctionné, mais tu as quand même fait beaucoup plus que ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire rien. Ouais, je pense que tu as dit quelque part aussi, la forme la plus courante d'échec est de ne même pas essayer. Oui. Toi, tu as essayé. J'ai essayé. Est-ce que... Donc, c'est une réussite en soi aussi. Oui, de manière personnelle. Oui, d'avoir osé. Donc, aujourd'hui, ça a été un long cheminement, mais aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'ai fait.
Puis ça, on me le reproche souvent là, en dessous de mes vidéos sur les réseaux sociaux. Quand je parle de ma faillite, les gens sont comme « Ah oui, puis là, t'en es fière, c'est ça? » Je dis « Oui, oui, je suis fière. » Je suis fière d'avoir à 22 ans, tu sais, faut le reconnaître, j'étais hyper jeune, d'avoir été chercher des emprunts à la banque, d'avoir trouvé un local, d'avoir signé des contrats, d'avoir engagé un entrepreneur général, acheté des équipements, fait de la publicité, été dans des soirées de réseautage, accueilli des patients. Donc, je vois pas... pourquoi je serais pas fière d'avoir créé tout ça, même si, au final, ça n'a pas marché. C'était finalement une belle expérience qui t'a servi de leçon aujourd'hui. Oui, une grande leçon. En fait, c'est que ça l'a complètement changé. C'est que ça m'a permis de mieux me connaître, de savoir davantage qu'est-ce que je veux de la vie. Aujourd'hui, je sais que je veux plus... plus d'entreprise. Okay. Je sais aussi que la podiatrie, on en a discuté tout à l'heure, mais je sais plus un métier que je fais aujourd'hui, mais ça m'a permis de rapidement savoir que j'étais pas passionnée par ça. Ça m'a permis aussi de me développer en tant qu'être humain, de me forcer à sortir de ma coquille, parce que j'étais quelqu'un de hyper gêné, en fait. J'avais de la misère là, dans tout ce qui était les interactions sociales et tout ça, qu'aujourd'hui, c'est ce cheminement là, en entrepreneuriat qui m'a permis de développer cet aspect-là de moi. Quand tu tombes en faillite, quelle est la première personne à qui tu en parles? De façon générale ou dans mon cas? Toi, de ton expérience personnelle. Ben, si tu as appelé en premier, allô, je suis en faillite, là. C'est difficile. Dans mon cas, j'ai appelé personne. Dans le sens où je ne savais pas que j'étais en faillite jusqu'à ce qu'on me mette devant les faits. Comme je te disais, j'étais dans le déni. Donc, j'ai d'abord parlé de mes difficultés financières à mon père. D'accord. Puis c'est lui qui m'a amené voir un syndic, puis le syndic m'a dit, il n'y a pas d'autre solution que la faillite. Okay. Là, t'es comme, bon, OK, je suis en faillite, on dirait bien. Mais je pense que c'est important, avant même de se rendre jusque-là, il faut en parler. Il faut en parler à... conjointe, si on est en couple. Il faut en parler à son comptable. Il faut en parler à d'autres personnes à qui on a confiance, qui peuvent comprendre notre situation, donc d'autres personnes qui sont en entrepreneuriat. Je pense que c'est bon d'avoir des mentors, des gens... des coachs aussi, ça peut être bon, si d'en avoir un là, quand on est en affaires. Donc, c'est d'en parler à ces gens-là pour voir... Avant d'en arriver à la faillite, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire justement pour redresser l'entreprise puis éviter ça? Puis ensuite, une fois que la faillite est déclarée, moi, personnellement, j'en ai parlé à personne. Il y avait simplement mon père, ma mère, mon frère qui le savaient. Je l'avais caché de tout le monde. Et quand le monde l'a su, surtout les proches, les amis, c'était comment? Ils l'ont su quand? Après les faits, un bon 2 ans peut-être après, parce que j'avais trop honte. Tu avais peur de la réaction aussi? Ouais, j'avais peur du jugement. Ouais. Après, ils ont réagi comment? Ils s'en foutaient. Mais dans le sens où les gens qui t'aiment réellement et qui t'apprécient, qui te connaissent, que tu aies été en faillite ou non, ça ne change rien à la relation, en fait. Donc, moi-même, ça m'a étonnée. Je pensais vraiment que mes amis allaient me juger. Puis finalement, pas du tout. Ils ont été très dans l'écoute, dans la bienveillance. Puis, à partir de là, tranquillement, c'est que ça m'a donné confiance à en parler à de plus en plus de personnes.
Puis en fait, les personnes qui me jugent, c'est les gens qui me connaissent pas. Oui. Et donc, eux, ben, on s'en fout. Tu conseilles aux gens aujourd'hui qui passent par des moments difficiles, est-ce que tu leur conseilles d'en parler? Définitivement. Mhm. Ouais, il faut en parler. Il faut pas garder ça avec soi. Si j'en avais parlé plus tôt, plus rapidement, à plus de gens, j'aurais pu passer à autre chose plus rapidement. Parce que ça m'a suivi pendant des années. Ça m'a, en termes de confiance en moi, je me sentais aussi diminuée en tant qu'être humaine. J'osais pas entreprendre grand-chose. Puis je voyais ça comme une part obscure de moi que je voulais cacher au plus grand nombre. Donc, ça m'a suivi longtemps. Puis, c'est seulement avec le projet de livre, là, on en a parlé au tout début, que là, ça m'a permis de vraiment, peut-être une forme de thérapie, là, si on veut, d'extérioriser tout ça, puis de réellement, pouvoir passer à autre chose, puis d'en parler facilement. OK. Ouais. Moi, je te comprends parce que moi aussi, je suis passé par un moment difficile de santé mentale à la fin de l'année dernière. C'était dû à la charge de travail, étudiant, travail, je fais la radio, il faut monter des podcasts aussi. Ouais. D'autre part, j'étais au conseil d'administration de l'université, il y avait plein de choses. Et j'étais en train d'écrire aussi un petit livre. Et j'en parlais à personne. Parce que déjà, étant africain et bantou, moi, je me dis, je suis un homme quand même, ça va aller. Oui. Ça va aller. Puis tu veux garder cette espèce de façade de oui, j'y vais, je suis capable, ça va. Tout va bien. Après, moi, Ouais. ce qui m'a aidé en étant, je te le dis d'ailleurs tantôt que je suis croyant, moi, c'est des prières quand même. J'ai prié. J'ai considéré Dieu comme un être vivant à part entière qui était là, qui était assis et j'ai discuté avec lui. Après aussi les appels de ma maman qui m'ont bien aidé quand même. Elle m'appelle souvent. On discute. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ces difficultés? À passer plus... Je dirais que le changement de carrière m'a aidé aussi. D'accord. Parce que j'étais... c'est plus facile pour moi de regarder ça comme de l'extérieur maintenant, puis avec un autre œil, maintenant que je suis plus dans le domaine de la pédiatrie. Comme tu as mentionné, en parler. J'ai été voir un psychologue aussi un petit peu, pas longtemps. Je suis allée, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 sessions, puis ça l'a confirmé quelques trucs. Je me suis dit, OK, je suis bon, je suis bien maintenant. C'est bon. C'est bon. Il aurait fallu que je continue, mais c'est un autre sujet. Puis, c'est de l'extérioriser. Par exemple, toi, tu dis, bon, c'est des discussions avec Dieu, par exemple. Ben, des fois, de juste écrire dans un journal. Le fait aussi d'en parler à d'autres gens qui ont passé par le même problème que toi, ça aide beaucoup. Parce que pour l'écriture de mon livre, j'ai passé en entrevue 6 personnes qui ont également eu une entreprise et qui ont fait faillite. Puis, dans des domaines différents, donc domaine alimentaire, courtage immobilier, mariage, vraiment là, des trucs complètement différents du domaine de la santé. Mais nos histoires, au final, sont assez similaires, différentes et similaires. Puis pour moi, de voir ces gens-là qui parlent de leur histoire sans honte, facilement, ils se sont confiés à moi sans me connaître, sans savoir exactement le produit final. Puis moi, je les trouvais extraordinaires, ces gens-là, d'avoir passé au travers de tout ça. Donc, je me suis dit, ben si moi, je suis capable de les trouver extraordinaires à cause de leur cheminement, ben alors, moi aussi, d'une certaine façon, je peux me valoriser à travers ça, puis je suis pas la personne nulle que je croyais être. Ouais. Mais c'est aussi une faillite qui te ramène à l'école. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une décision personnelle ou conseil de famille, ton père peut-être? Non, ça a été une décision personnelle. Tu voulais tout reprendre à zéro?
Oui, ben, je voulais carrément changer de domaine. Euh, c'était pas une décision familiale parce que mon père, ça a été très long avant qu'il comprenne pourquoi je changeais de carrière. Puis, parce que reste que je pense que je suis allée dans ce domaine-là pour, en partie aussi, rendre fiers mes parents, si on veut. J'avais le titre de docteur. Euh, il y a quelque chose si on veut, prestigieux là-dedans en termes de ce que tu dégages, d'apparence, de façade, là, Je comprends. comme on parle. Mais vraiment, ça me passionnait pas. Puis je me levais le matin là, avec des mal de ventre. Plusieurs fois, là, ça m'est arrivé que j'allais au bureau en pleurant parce que vraiment, là, c'était trop drainant pour moi comme métier. Je trouvais que j'avais beaucoup de responsabilités quand même là, en termes de la santé des gens. Plusieurs fois là, que j'avais de la misère à dormir la nuit parce que je me disais, oh, est-ce que j'ai oublié telle chose? Est-ce que j'ai prescrit la bonne affaire? Bref. Puis, ça reste que c'est du service à clientèle. Donc, on parle aux gens constamment. Puis, je suis une introvertie, moi, personnellement. Donc, ça me demandait beaucoup d'énergie. Donc, ouais, c'était vraiment une profession qui me stressait et me drainait. Donc, je suis retournée aux études en mathématiques. OK, tu quittes la médecine et puis tu vas en maths. Ouais. Wow. C'était facile, cette réintégration? Ouais. Ah bon? Oui. T'as bien aimé les maths? Oui. Ben, en fait, c'est que pour moi, l'école, ça avait toujours été un milieu sécurisant. OK. À l'école, tu as des plans de cours, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu as des travaux, tu as des examens, tu as des échéances précises, tout est schématisé. Donc, il faut juste que tu y mettes le temps, l'énergie, puis tout se fait. Quand tu arrives en entrepreneuriat, il n'y a personne qui fait rien pour toi. Je veux dire, faut que... C'est la jungle. Oui, exactement. Il n'y a plus de plan. Il n'y a personne qui va te donner une note à la fin de l'année. Donc, j'étais vraiment perdue. Donc, de retourner à l'école, ça a été hyper rassurant pour moi. Puis je me suis dit, enfin, j'ai une forme de normalité à laquelle je peux m'accrocher. Donc, au début, ça a été... faire les cours, ça a été facile. Ce qui a été difficile, ben, c'est toute la gestion d'horaire, parce qu'il fallait que je continue à travailler, que je prenne des cours aussi. Puis ça l'a pris 7 ans avant que je finisse mes diplômes. Donc, au bout de 3-4 ans, je me disais, mais je vais jamais y arriver. C'est tellement long. Donc, il y a eu aussi du découragement en cours de route. Mais c'était vraiment, c'était la chose, pour moi, c'était la chose à faire. Là, parce que je me voyais pas rester, pas dire pendant un autre 40 ans, je serais devenue folle. Mais au final, ça s'est bien passé quand même. Oui, ça s'est bien passé. Donc, depuis janvier 2021, j'ai 2 diplômes, en fait. Là, c'est un certificat en mathématiques. Okay. À la base, je voulais faire un bac en mathématiques, mais finalement, plus j'avançais dans les cours, plus ça devenait théorique et de la démonstration de preuves et tout et tout. Puis moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le calcul, c'est l'algorithmie. Donc, l'informatique, ben c'est exactement ça. Là. C'est des mathématiques appliquées à quelque chose, à des problématiques concrètes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un certificat en mathématiques, puis ensuite un certificat en informatique. Puis depuis janvier 2021, je travaille comme programmeuse. Et tu aimes ça? Oui. Plus que l'entrepreneuriat? Oui. Oui, parce que je me lève le matin, je descends dans mon sous-sol en pyjama. Je travaille de la maison. Les horaires sont bien, c'est flexible. C'est pas stressant pour moi. Je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, mais je suis dans un bel environnement de travail. J'ai des collègues que j'apprécie beaucoup. Donc, ça me permet aussi après, sur le côté, d'aller explorer d'autres passions sans stress supplémentaire. Donc, c'est ce qui m'a permis de
ben, je vais mettre des guillemets autour de ça, mais de facilement écrire mon livre parce que j'étais pas pris là, dans mon travail. Puis de faire autre chose aussi. Là, je fais beaucoup de danse. J'aime ça sortir, aller voir des pièces de théâtre et de danse et tout et tout. Donc, ouais, c'est bien payé. Tu ne te plains pas? Non, je peux pas me plaindre, pas du tout. 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée. Ouais. C'est le nom de ton livre. Oui. C'est un titre ironique ou juste ironique? Ouais. C'est un livre sarcastique et humoristique. OK. J'ai voulu... Le ton du livre, en fait, est sur celui d'un coach de vie. Parce qu'il y en a plein là, sur les réseaux sociaux. Un peu trop, là, des coachs d'affaires, des coachs de vie, des coachs de méditation, des coachs de tout ce que tu veux. Donc, j'ai pris un peu cette tendance-là, puis je me suis dit, ben moi, je vais être un coach de faillite et je vais te donner tous les trucs, astuces, exercices, conseils pour m'assurer que tu pars une entreprise et que tu fasses une grosse faillite. Tu vas échouer. Tu vas échouer, mais de façon grandiose et spectaculaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans ces livres? Est-ce que c'est des conseils qui peuvent aussi t'aider à réussir? Oui. Ou est-ce qu'il faut voir ce que toi tu dis et puis faire le contraire? C'est exactement ça. OK. Faut faire tout le contraire de ce qui est écrit dans le livre. Donc, c'est 10 conseils, donc 10 chapitres qui abordent autant des thématiques personnelles que professionnelles, parce que reste que ta vie personnelle va influencer ta business. Donc, je parle des relations familiales, amoureuses et tout ça, de s'assurer d'avoir des amitiés superficielles, de s'assurer d'avoir un amoureux toxique, narcissique, qui va abuser de toi. Ensuite, j'ai une épreuve de mon livre avec moi. Merci. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu. Ouais, je l'ai vu, mais en ligne. Je l'ai en pas ligne, vu, oui. En dur comme ça. Donc, ça, c'est une des premières épreuves que j'ai reçues. Donc, c'est aussi des conseils sur comment choisir un domaine d'affaires qui ne te passionne pas, que tu détestes, comment gérer toute la question administrative et tes paperasses de façon chaotique, comment gérer tes employés de manière abusive, encore une fois. Donc, tous les aspects de l'entrepreneuriat sont abordés, puis je donne des conseils pour que ça aille mal dans tous ces aspects-là, pour faire une grande faillite rapide. Là, je viens de voir le chapitre 10, c'est être la pire version de soi-même. C'était quoi ta pire version? Dans mon cas, ben, c'est qu'il y a un certain travail sur soi qu'il faut que tu fasses, je pense, quand tu pars en affaires. Un travail d'extériorisation, il faut que tu ailles chercher l'aspect un petit peu plus extroverti. Il ne faut pas que tu aies peur de te montrer. Il ne faut pas que tu aies peur d'être vu. Puis, il faut que tu sois prêt à travailler fort également. Puis, il faut que tu crois en ce que tu fais. Donc, c'est tout ça que je parle dans ce chapitre-là, où est-ce que je mentionne qu'en fait, il faut que tu sois paresseux, il faut que tu travailles peu, il faut que tu aies toujours un plan B là, sur lequel... Tu ne crois pas à ton projet. Oui, c'est ça, tu ne crois pas en ton projet, tu rumines toujours, tu as de la rancœur, la rancune, tu te plains constamment. Tu es une victime de la vie. Tu n'es jamais en mode de solution, tu es toujours en mode de chialage, en gros, là, de te plaindre en continu. Ouais. Ouais. S'entourer des boulets, tu avais un entourage toxique? Je dirais que le conjoint de mon époque était un boulet. T'es un boulet, frère. J'espère qu'il n'écoutera pas ça. Mais oui, parce que c'était quelqu'un qui... je ne sais pas s'il croyait réellement en mon projet. C'était pas quelqu'un sur qui je pouvais compter émotionnellement. Il ne t'accompagnait pas? Non, il ne m'accompagnait pas. Il comprenait pas.
C'était quelqu'un qui avait tendance à beaucoup se victimiser, lui, dans la vie. Et puis, même financièrement, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut que notre conjoint soit capable de nous soutenir financièrement, mais je veux dire, je pouvais pas compter sur lui de ce côté-là. Puis, c'est même arrivé à quelques reprises que je me réveille le matin, puis il manque des billets d'argent dans mon portefeuille. Donc, il y avait une énergie qui était très négative. Puis c'était le genre de personne qui, lui aussi, aurait aimé, il était pâtissier. Puis lui aussi, il aurait aimé avoir sa propre pâtisserie ou boulangerie ou petit restaurant. Puis c'est des choses dont il parlait. Puis moi, j'essayais de l'encourager. J'essayais d'y montrer, on peut faire des pâtisseries maison, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis je mettais beaucoup d'énergie à essayer de le motiver. Tu t'es investi dans ce qu'il faisait, mais lui n'a pas fait ça. Non, ça tombait toujours à plat, puis il faisait rien. Donc, c'était très... j'avais quelqu'un qui était démotivant à la maison. Puis là, en plus, côté business, ça allait pas bien. Donc, ouais. Je comprends. Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est oui, c'est ironique, mais c'est dans quel état d'esprit que tu écris ces livres? Est-ce que c'était pendant tes moments sombres où tu t'es dit, je vais quand même tout jeter dans un livre? Ou comment? C'était... je veux dire, je suis pas le genre de personne à m'apitoyer sur mon sort. Ouais. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup l'humour. Donc, je voulais, de prime abord, en parler de façon, en quelque sorte, positive, puis qu'on en rit. Oui, c'est de l'autodérision, là, ce que je fais. Parce que pour moi, je trouve que c'est une belle forme de thérapie. Quand tu es rendu à un stade où est-ce que tu es capable de rire de ce que tu as fait, des actions et de tout ce que tu as vécu, c'est que réellement, tu as réussi à passer à autre chose, puis tu l'as assimilé, puis tu l'assumes. Oui. Donc, pour moi, d'en rire, c'est d'assumer tout ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers cette forme-là. Je pense que ça rejoint beaucoup de monde aussi. Je voulais pas être dans un récit larmoyant, dramatique. Il y a des choses pires que de faire faillite là, dans la vie. Bien sûr. Donc, je voulais dédramatiser, mais divertir en même temps. C'est bien. Ouais. J'allais oublier, être en couple... Tu conseilles d'être en couple avec quelqu'un qui t'accompagne dans ce que tu fais? Ou parce que toi, si tu es dans l'entrepreneuriat et que moi, je suis dans le salariat, ça peut arriver que moi, je m'intéresse peu, mais cela ne signifie pas que je ne t'aime pas ou que je ne te soutiens pas. Tout à fait. En ce moment-là, quand tu commences en entrepreneuriat, tu conseilles quoi? D'avoir un homme entrepreneur aussi? Pas nécessairement. Mon conjoint, il est dans l'entrepreneuriat, il est travailleur autonome. Moi, je ne le suis pas, mais... Tu ne l'es plus. Je ne le suis plus. Tu as raison. Mais non, c'est de quelqu'un... je pense que c'est important que la personne s'intéresse quand même à ce que tu fais, parce que ça reste une grosse partie de soi. Donc, la personne n'est pas nécessairement obligée d'être entrepreneur, mais il faut qu'elle puisse être là pour simplement t'écouter, t'accueillir dans tes émotions, croire en tes projets de base. C'est important. Ça, c'est la première chose. Puis quelqu'un sur qui tu peux compter, en fait, là, à la maison. Ouais. Puis puis j'exclus l'aspect financier, là. Oui, on met ça de côté. Oui, on met ça de côté. Tu sais que tu vas retourner à la maison, puis ça va être un havre de paix, si on veut, de bonheur. Quelqu'un qui va t'accueillir à bras ouverts, peu importe la journée de merde que tu as vécue. Ouais, que tu vas pouvoir décompresser facilement. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est important. À combien tu vends ces livres? 24,95. OK. Il est disponible sur Amazon. Il est disponible aussi sur Renaud Bré.
Puis toutes les infos sont sur mon Ben, site. je mettrai le lien dans la barre des descriptions quand même pour ceux et celles qui voudront l'acheter. D'ailleurs, j'ai recommandé ton livre à une de mes amies qui est en droit aussi. Oui. Je lui ai dit, ben, tu veux commencer l'entrepreneuriat, il faut d'abord lire ça. Et puis, tu fais le contraire. Tu fais tout le contraire. Quand est-ce que tu viens à Québec City chez nous? J'y vais 2-3 fois par année, quand même. Mais est-ce que tu y vas aussi pour vendre ton livre ou faire des j'essaye de faire le plus de salons du livre possible. Okay. Sauf que c'est pas toujours évident parce que ce livre-là, je l'ai sorti en autopublication. Ah oui, oui. Donc, c'est pas via une maison d'édition. J'ai tout géré moi-même, là, de l'écriture à la page couverture, à la correction. J'ai été chercher moi-même, j'ai engagé les bonnes personnes pour faire tout ça. Puis je m'occupe moi-même de la distribution du mieux que je peux, évidemment. Et aller dans des salons du livre, comme le Salon du livre de Québec, c'est hyper dispendieux. En tant qu'autrice indépendante, c'est impossible d'y aller. Donc, je suis avec un organisme qui s'appelle Mosaïque interculturelle. Okay. Je ne sais pas si ça serait peut-être un organisme qui t'intéresserait, mais c'est un organisme qui fait la promotion d'auteurs et d'artistes afro-descendants. OK. Donc, d'Afrique, des Caraïbes. Donc, c'est pour, en fait, les soutenir, pouvoir les amener dans les salons du livre. Donc, grâce à eux, j'ai été au Salon du livre de Gatineau, Salon du livre de Toronto. À l'automne prochain, je vais pouvoir participer au Salon du livre de Montréal également, à travers cet organisme-là. Et puis, par moi-même, je fais aussi des petits salons du livre indépendant. J'ai fait le Salon du livre de Verdun il y a quelques semaines. Je m'en vais au Salon du livre de Berthierville dans 2 semaines. Donc, j'essaie de me promener un peu. Mais Québec, là, habituellement, quand j'y vais, c'est pour soit accompagner mon conjoint dans son travail ou aller voir des amis. OK. Ouais. J'espère que prochainement, ça sera pour vendre ton livre. J'espère aussi. Qu'est-ce qu'on a oublié dans cette conversation? On a oublié quelque chose? Non, je pense qu'on a parlé de tout ce que tu as vécu? Ouais, pas mal de tout ce que j'ai vécu. Puis le message premier, en fait, là, que je veux diffuser, c'est de pas se taper sur la tête quand on fait des erreurs, c'est de pas s'en vouloir, c'est de pas prendre tout personnel. On peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. C'est normal de faire des erreurs. Donc, après, ben, faut prendre le temps de digérer tout ça, puis on en sort plus fort après, tout simplement. Merci. Ouais. C'est un bon conseil quand même. Moi, je suis très content de t'avoir reçu dans la tribune. Espérons que ça ne sera pas une dernière fois, qu'il y aura une prochaine fois. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu ici. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Bientôt 1 an qu'on est à la Radio Cheese. Et quelques temps aussi sur YouTube. J'espère que bientôt je serai sur Spotify et autres. C'est beaucoup de travail quand même, mais on va le faire. Et je mettrai aussi le lien pour acheter l'ouvrage de Kayla dans la barre des descriptions. Et merci au Studio SF qui nous a accueillis dans ce beau cadre et à Myriam Print, j'espère que j'ai bien cité le nom, pour les tasses. On nous a donné un cadeau de 10 tasses. 10 tasses avec le logo. Génial. Ouais, c'est très bien. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci à toi, Kayla. Merci de m'avoir invité. OK, rendez-vous chaque mercredi à 14h sur Cheese Radio et dimanche sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est La Tribune pour le Peuple. Rendez-vous au prochain numéro.